sommes une école primaire et secondaire. Notre particularité, c'est que nous avons apporté le numérique dans l'enseignement pour permettre aux parents de pouvoir suivre l'évolution de leurs enfants en temps réel grâce au portail numérique que nous avons pu mettre en place. Et l'autre particularité, c'est que nous avons introduit l'entrepreneuriat dès l'école maternelle pour apprendre aux élèves comment créer, comment innover. Et de même, la particularité au niveau universitaire, c'est que nous avons les enseignements en ligne. Salut les amis, peu importe l'endroit ou le lien que vous me recevez, c'est bel et bien votre magazine Business et Développement. C'est un magazine dont l'objet est de faire la promotion des entreprises, mais aussi parler des questions du développement. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur, Thierry Bishop Fundu, pour les comptes de Je suis Congo Live. Dans le cadre de ce magazine, je reçois pour vous un acteur de développement. Il est aussi promoteur des écoles ainsi que d'une université. Il s'agit à l'occurrence de M. King Kuba, que je reçois pour vous. Avec lui, on va échanger sur un thème très important, le thème important sur la place de l'éducation dans le développement d'une nation, ainsi que sur la rentrée scolaire 2018-2019. Bonsoir, M. King Kuba. Bonsoir. Bon, vous nous avez reçu dans votre bureau assez précis. Ici, nous sommes à la première rue, limitée au quartier résidentiel, où vous êtes le promoteur des écoles canadiennes ainsi que de l'université canadienne au Congo. Pourquoi vous dites école canadienne au pluriel? Parce que nous sommes un groupe d'écoles à vocation canadienne, et nous avons choisi cette dénomination non seulement pour promouvoir la culture canadienne parce que nous sommes de la diaspora canadienne, mais aussi pour contribuer tant soit peu au développement communautaire de la République démocratique du Congo. Ok, M. King Kuba, on vous connaît sous plusieurs casquettes, entrepreneur et tout. Aujourd'hui, vous êtes atterri dans le domaine de l'éducation. Qui représente l'éducation pour un membre de la diaspora que vous représentez? L'éducation, c'est le socle de tout développement, comme j'ai souvent eu à le démontrer. Quelle que soit la richesse que vous pouvez avoir en sol ou sous-sol, si vous n'avez pas de ressources humaines pour transformer ces richesses en sol et sous-sol, vous allez demeurer pauvre. Mais j'aime encore davantage illustrer l'éducation comme un système de jeu dans une équipe de football. Vous pouvez aligner 11 joueurs, mais s'il n'y a pas un système de jeu, les joueurs ne pourront pas faire des miracles. Ils vont peut-être jouer au football, mais ils ne vont pas développer un très bon football. Et c'est pour ça que vous voyez la différence entre pays développés, pays sous-développés, pays en voie de développement. Les pays dits développés sont des pays qui ont mis en place un système. Et lequel système permet au pays d'optimiser, de maximiser les ressources pour le développement humain de tout un peuple ou de toute une nation. Et les pays dits sous-développés sont des pays qui n'ont pas de système. Or, le système, c'est au travers de l'éducation. Donc, l'éducation est le socle du développement parce que l'éducation permet de mettre en place un système de développement. Bon, il se pose un problème, je voudrais que vous puissiez lever cet équivoque parce que l'université forme des chercheurs. Mais actuellement, la République démocratique du Congo, on a plus de problèmes avec les universités parce que dès qu'ils finissent à l'université, soit ils sont incapables de créer par eux-mêmes, mais ils attendent aussi aller déposer des CV quelque part. Pourquoi cet esprit de recherche, cet esprit de créativité, d'invention n'a pas dans la tête des universitaires bon, vous êtes aussi un des promoteurs des universités ici. Très bien. Ben, votre question tombe à point nommé. Comme je venais de le dire, il faut mettre en place un système. Les systèmes, malheureusement, dans lesquels nos États, en particulier la République démocratique du Congo, évoluent, c'est un système qui a été mis en place par les colons. Les colons, en venant chez nous, au Congo, en Afrique, avaient
pour mission d'exploiter les ressources naturelles et de les transformer chez eux. Donc, ils ont mis en place un système éducatif pour former des administratifs. Comment faire la comptabilité, comment écrire un rapport, comment rapporter les choses, comment soigner, parce qu'on avait besoin des médecins, des infirmiers pour les cas d'urgence. Mais ils n'ont pas mis en place un système pour aider l'autoprise en charge, pour accompagner l'enseignement ou les apprenants vers l'autonomie. D'où ils ne nous ont pas enseigné l'entrepreneuriat. Résultat des courses, au sortir des études universitaires, tout le monde devient demandeur d'emploi au lieu d'être pourvoyeur ou créateur d'emploi. Comment devient-on créateur d'emploi? On devient créateur d'emploi quand on a appris les outils de gestion, les prérequis. Or, c'est ces prérequis-là qui manquent chez nous. C'est pour cela que je parlais de l'éducation comme un système. Donc, on doit rentrer à la source pour mettre en place un système éducatif qui va nous conduire au développement. Un système où les uns et les autres vont trouver toutes les ressources disponibles pour pouvoir créer, si on veut démarrer ou améliorer une entreprise. Et c'est justement ce qui manque chez nous. On regarde par exemple, au regard de notre système éducatif, c'est déplorable de constater que jusqu'aujourd'hui, nous avons des sections comme latin philo. À quoi ça rime? Si ce n'est pour dire la messe, parce qu'à l'époque, on a fait ça pour former les gens qui avaient pour vocation le catéchisme et tout ça. Il y a des cours aussi de la sténographie ainsi que la dactylographie. Il y a encore aujourd'hui, malheureusement, des cours de sténographie, dactylographie, section commerciale. À quoi ça rime? Si ce n'est pour écrire un texte, alors qu'aujourd'hui, avec un téléphone, un simple téléphone, vous pouvez enregistrer en vidéo, en parole, tout un discours. Donc, on n'a plus besoin des gens, des experts en sténographie, mais chez nous, on continue encore et encore jusqu'aujourd'hui à enseigner ce genre de cours. En lieu et place d'apprendre plutôt aux apprenants comment créer, comment améliorer, comment innover. Parce que le tout part de ces principes, les principes élémentaires qu'on doit justement changer de paradigme pour apprendre ces choses-là élémentaires. Par exemple, je suis enseignant aussi, professeur, et quand je pose la question à mes étudiants, presque tout le monde échoue. Je leur dis le temps a trois composantes, c'est-à-dire le passé, le présent et le futur. Et quand je leur demande, au moment où nous parlons, nous sommes dans quel temps, quelle composante? Est-ce que nous sommes au présent, au passé, au futur? Au moment où nous parlons, même nous faisons l'émission avec vous, pour les téléspectateurs qui nous regardent au travers de votre émission. La plupart des gens, si je leur laisse le choix de répondre, ils vont dire nous sommes au présent. Ils se trompent. Et pourtant, dès l'instant où je dis nous sommes dans quel moment, dans quel temps, au présent, le temps passe déjà. Donc, on est déjà pratiquement dans le futur. Nous sommes déjà dans le futur et la question est déjà restée au passé. Voilà. Et ce sont quelques principes de base de l'entrepreneuriat, qui est la notion du temps, que les Africains ne maîtrisent pas. C'est pour cela que les Nord-Américains, par exemple, disent « time is money ». Le temps, c'est l'argent. Okay. Parce qu'on ne maîtrise pas ces temps-là. Et la seule façon de maîtriser les temps, c'est de l'anticiper, d'où la proactivité. Et par la proactivité, on attend, si tu dois anticiper le temps, donc tu dois épargner. Et il faut épargner les 1/10 de ce que tu gagnes. Est-ce que nous avons ces notions-là? Non. Tout le monde attend la chance pour un jour devenir riche. Non, ça ne s'improvise pas la chance. Ça se planifie. Et pour planifier cela, il faut comprendre ces petits principes de la vie pour justement apprendre à créer, apprendre à innover. Et très souvent aussi, les gens confondent innover avec invention. Quand tu dis aux gens, comment tu peux innover? Ah, il faut une nouvelle idée. Il faut être créatif, c'est-à-dire la créativité, c'est vraiment... C'est quoi la différence entre l'innovation et la créativité? Mais l'innovation, c'est seulement renoncer à l'ancienne façon de faire. C'est-à-dire, si
Aujourd'hui, je prends mon stylo pour écrire. Si demain, je dis pourquoi est-ce que je dois continuer à écrire avec les stylos? Comme à l'époque, on utilisait des plumes. Comme on utilisait des plumes. À partir du moment où on a laissé les plumes et on a pris les stylos, c'est déjà l'innovation. L'innovation, c'est renoncer à l'ancienne façon de faire. Et quand on fait l'innovation, c'est une créativité. Parce que la créativité vient après l'innovation. Ok. Voilà. Donc, alors que les gens croient que ça doit venir de n'importe où pour... Non, non. Innover, c'est seulement renoncer à l'ancienne façon de faire. Donc, par là, je voulais dire qu'il y a des principes qu'il faut connaître. Et ces principes doivent s'enseigner. Et ça doivent s'enseigner où? Mais à l'école. Quelle école? À l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université. En tant que promoteur, s'il vous plaît, monsieur Kouba, en tant que promoteur, qu'est-ce qu'on doit enseigner normalement aux élèves de la maternelle, concrètement? Est-ce qu'à faire des griffonnages, à faire des dessins, à parler français? Parce qu'il y a aussi un grand problème, c'est une certaine inadéquation. Parce qu'on a développé un type d'éducation au niveau du Sénégal où on a mélangé et les langues nationales ainsi que la langue française au niveau de la maternelle. Il semblerait que, selon les rapports, les élèves qui ont appris, selon ces modèles-là, apprennent beaucoup plus vite que ceux qui viennent directement des langues nationales. Ils arrivent à l'école, ils apprennent les français. Il y a une certaine inadéquation. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit apprendre à la maternelle, concrètement? J'ai bien aimé le terme que vous avez utilisé, l'inadéquation. C'était d'ailleurs le sujet de mon mémoire de maîtrise, quand j'étais encore en maîtrise, où je parlais de le système éducatif qui n'est pas en harmonie avec l'environnement, avec le milieu, avec les temps et avec la population. Parce qu'il faut tenir compte de cela. Vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut enseigner à maternelle? Je vous dirais tout simplement que nous devons mettre en place un système éducatif qui reflète au mieux notre environnement, qui reflète au mieux notre coutume, qui reflète au mieux, parlant des coutumes, donc je vous rejoins dans la langue, que vous avez dit au Sénégal, qui rejoint au mieux nos habitudes. Pourquoi un enseignement en parfaite adéquation avec notre milieu? Parce que si vous ne maîtrisez pas votre environnement, vous ne pouvez pas survivre. Vous serez dépendant des autres. Je vous donne un exemple. Nous sommes ici dans la ville de Kinshasa. Nous avons étudié au Congo, mais nous ne connaissons pas la valeur du sol et sous-sol de Kinshasa. Je n'ai jamais appris, moi, la géographie de Kinshasa. On ne nous a pas appris ça. On nous apprend autre chose. On nous apprend d'autres fleuves. On nous apprend d'autres histoires. Alors, au lieu d'apprendre l'histoire de Kinshasa. Donc, faire l'adéquation entre l'enseignement et le milieu, chaque province devrait étudier selon son environnement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se trouve sur leur terre. Si ce sont des plantes, les élèves, les enfants de ces milieux-là doivent maîtriser ces plantes-là. Les différentes plantes de leur contrée, de leur environnement. Et aussi, par rapport à la langue, oui, il faut apprendre dans votre langue maternelle. Parce que la langue, c'est vrai que c'est un vecteur, n'est qu'un vecteur, mais c'est un vecteur puissant. Parce que ça permet de transmettre des valeurs en même temps. Donc, apprendre dans votre propre langue est plus bénéfique que d'apprendre dans une langue étrangère, comme c'est le cas chez nous, où parfois quand on dit molécule, on dit atome, on a du mal à se représenter molécule ou atome, alors que si on disait tondolo ou on disait lilala, mais tu n'as pas besoin d'expliquer à un enfant ça veut dire quoi tondolo. Les gens vont facilement assimiler. Parce que c'est dans nos quotidiens, dans nos coutumes et ainsi de suite. Donc, pour revenir précisément à votre question, il sera question de revisiter notre système éducatif et de l'adapter au contexte de nos milieux, de nos environnements, de notre population, de nos cultures, de nos valeurs, pour répondre aux besoins de notre société. Et à ce moment-là, nous allons produire ce qu'on appelle une éducation de production au lieu que ce soit une éducation d'information. Parce que pour l'instant, nous sommes dans l'éducation d'information. Nous allons à l'école où on nous informe comment lire, comment écrire, comment compter. Mais on nous apprend pas comment créer,
comment développer, comment produire. Donc nous ne sommes pas encore dans l'éducation de production. Donc il faut justement faire ces changements de paradigme, quitter l'éducation de l'information ou de la formation vers l'éducation de la production adaptée à notre milieu, à notre culture. Parce que vous avez parlé tantôt du système, c'est-à-dire quand on parle du système, il y a un tout. Mais vous maintenant en tant que promoteur des écoles, quand on parle d'un système, je dis, on parle d'un tout, il y a d'un côté les autorités, les gouvernants, il y a les promoteurs, vous êtes au milieu, c'est des promoteurs d'université, il y a de l'autre les étudiants, les élèves. Il faut que vous formez tout un tout. Mais apparemment, du côté gouvernement, les choses ne marchent pas assez quand on sait qu'on a déjà un budget de 3% consacré à l'éducation. Mais à votre niveau, vous avez essayé d'innover parce que normalement, je vois les écoles canadiennes, vous, en fait, pas vendre, mais vous donner aussi des contenus éducatifs numériques aux étudiants. Vous essayez d'innover. Mais sur le terrain, est-ce que les étudiants qui sont passés au niveau du bas de l'école, ici à l'université canadienne, vous avez des échos favorables par rapport à leur situation sur le terrain professionnel? S'agissant de notre institution, les étudiants qui finissent chez nous, ils ne finissent pas comme demandeurs d'emploi. À ce jour, je crois qu'on a déjà plus de à peu près une dizaine de finissants. Il y a plus de 8 qui ont créé leur entreprise. Parce que nous leur avons appris comment créer. Pour créer, il faut comprendre une organisation comme un système. Et on leur a appris comment est-ce qu'on peut comprendre une organisation comme un système, comment est-ce qu'on peut mettre un processus et quel est l'élément déclencheur d'une entreprise. Beaucoup de gens se trompent, croient que pour créer, il faut avoir de l'argent. Non, pour créer, il ne faut pas avoir de l'argent. La première des choses pour créer une entreprise, la première ressource, c'est d'abord toi-même. Oh, c'est d'abord la ressource humaine. Toi-même, tu dois avoir les compétences, tu dois avoir les capacités. Si tu as des atouts, la deuxième ressource, c'est trouver les besoins sur le marché. Donc tu regardes autour de toi. Quels sont les besoins qui se présentent que vous pouvez satisfaire. Okay. Troisième atout, c'est étudier comment satisfaire ces besoins-là, c'est-à-dire créer un processus. Et dans les processus, c'est là qu'on crée les systèmes. Comme ça, tu te dis, ces besoins-ci, si je les satisfais aujourd'hui, ça peut répondre à ça, ça va passer ici, ainsi de suite, jusqu'au produit fini. Et le problème d'argent vient après, parce que tu peux trouver les investisseurs, les gens qui peuvent trouver les actions, si vous avez trouvé les besoins à satisfaire. Le tout, c'est de trouver un besoin à satisfaire et de bien étudier ces besoins-là. Et l'argent, vous allez le trouver, parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ne savent pas comment fructifier cet argent-là. Mais ils en ont. Mais ils cherchent de bonnes idées. Regardez par exemple Mark Zuckerberg, celui qui a créé Facebook, ce n'est pas lui qui a financé, mais c'est lui qui avait l'idée. Il a compris qu'il y avait un besoin, que les gens dans leur société en Amérique vivaient dans la solitude et que les gens avaient besoin soit de dire ce qu'ils ont fait pendant la journée en envoyant leurs photos, ou alors de regarder ce que les autres ont fait pendant leur journée. Ça leur permettait de résoudre tant soit peu leur solitude. Et c'est une idée. Il est parti de ça et il a vu qu'il y avait un besoin parce que la plupart des gens vivaient dans la solitude. Et comment résoudre ces problèmes-là? Et il a trouvé des financiers qui ont financé, qui ont mis les moyens. Aujourd'hui, c'est une grande entreprise. Donc, la première ressource pour créer, ce n'est pas avoir de l'argent. Non, c'est vous d'abord. Vous-même, vous êtes le premier capital d'une entreprise. D'où il faut former l'homme. Il faut tout mettre sur l'homme. Il faut former l'homme. Parce que c'est l'homme qui est le premier capital d'une entreprise. Si l'homme a des outils, il saura l'adapter dans tout milieu et dans toutes circonstances. Et c'est cette dimension-là qui est négligée malheureusement chez nous. Nous avons un type d'éducation qui ne forme pas l'homme, qui informe l'homme, au lieu de former l'homme. Si l'homme est suffisamment formé, vous n'avez plus besoin d'aider cet homme-là. De lui-même, il peut créer. Effectivement, de lui-même, il peut créer. Mais si vous étiez en face du ministre, soit de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Gaston Moussemena, si vous étiez en face de lui, s'il y a quelque chose à améliorer du côté de l'État, qu'est-ce que vous suggérez? C'est simple, je vais lui demander d'organiser les états généraux. Les états généraux pour que les uns et les autres, nous pouvons nous retrouver autour d'une table et réfléchir sur de voies et moyens pour
améliorer notre système éducatif de la maternelle jusqu'à l'université. Je crois la solution la plus simple viendrait de là. Il faut des états généraux où on se retrouve tous et nous mettons l'intelligence pour résoudre le problème de notre société. Parce que nous devons adapter notre système éducatif à nos problèmes à nous, à notre environnement, à notre contexte, à notre culture et à notre coutume. Ce qui est évident. Bon, j'aurais bien voulu savoir une chose, parce qu'il y a la partie recherche du côté de l'université, il y a aussi la partie pratique. Par exemple, au niveau de l'université canadienne, dans quel domaine vous avez particulièrement innové ou sur le plan social, à quelle problématique ou à quel besoin l'université canadienne répond? Par rapport à ça, la spécialité de notre alma mater réside dans la recherche empirique. Okay. Par recherche empirique, nous attendons la recherche sur terrain. Sur terrain. Oui, parce que l'approche de notre type d'enseignement, c'est l'enseignement par étude de cas. Et étude de cas, nous apprenons à nos étudiants comment étudier les cas. Et à partir de l'étude des cas, comment définir les pistes de solutions, la méthodologie et enfin l'évaluation pour solutionner ces cas-là. Okay. Et les cas, ben, on peut en trouver partout. Parce que ce n'est pas anodin quand je dis la recherche empirique. Parce que les gens croient que quand il s'agit de la recherche, il faut se fermer dans des salles, je ne sais quoi, il faut envoyer des fusées, par-ci, par-là. Non, la recherche empirique veut tout simplement dire, par rapport à votre quotidien, par rapport à votre environnement, là, est-ce que vous pouvez vous questionner sur ça et voir la possibilité d'améliorer ou de comprendre une situation donnée à un moment donné. Donc, dans le cas de Kinshasa, nos étudiants font des recherches sur l'état de salubrité de la ville de Kinshasa. C'est un cas. Ils font des recherches sur les embouteillages dans la ville de Kinshasa. C'est un cas. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement un des sujets qu'un de nos étudiants a fait sur les embouteillages et les liens avec les maladies respiratoires et par rapport de la psychomanie. C'était par rapport à ça, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la tête, et ainsi de suite. Donc, il a fait des recherches, alors qu'à première vue, on voit les embouteillages, on se dit, c'est juste les embouteillages. Non, mais c'est habituel. Mais quand on fait une étude des cas sur les embouteillages, on se rend compte que, à cause des embouteillages, certains quartiers, les gens n'aiment pas aller y habiter. Parce qu'il y a les problèmes. À cause des embouteillages, il y a un problème lié à l'économie parce que les commerçants de ces quartiers-là trouvent que les clients arrivent, ils sont en retard ou les magasins ouvrent en retard et ainsi de suite. Donc, l'étude des cas, la recherche empirique s'intéresse au quotidien. Donc, on peut regarder l'accoutrement des filles aujourd'hui à Kinshasa, quel est son impact sur l'économie ou sur le social. Mais apparemment, les cas empiriques que vous venez de mentionner ici, ou bien que vous venez de citer, posent énormément de problèmes au niveau de notre société, mais généralement, ce ne sont pas des cas qui sont pris en considération. Ici, quand on parle plus des chercheurs, on voit plus des mathématiciens, des physiciens et tout, parce que ce type d'études qui font partie généralement des sciences sociales ne sont pas privilégiés. On connaît, par exemple, le département des sciences sociales à l'Université de Kin il y a autant de travaux qui portent sur ce type de sujet, mais c'est assez négligé, c'est pas assez. Le gouvernement ne prend pas trop en compte tout cela. Je ne sais pas, comment vous, en tant que promoteur, vous entrevoyez la chose? Tant et aussi longtemps que les Congolais ne comprendront pas qu'il faut questionner leur société, nous allons demeurer dans le sous-développement. Nous devons questionner notre société, notre environnement. C'est-à-dire, je descends au niveau le plus bas, c'est dire, le Matembele là, à quoi ça sert? Comment on peut améliorer ça? Et quel est son impact sur la santé? Nous devons questionner notre société sur tout point de vue. Ce n'est qu'à partir de ces moments-là que le développement viendra. Merci beaucoup, monsieur le promoteur King Kuba. Je vais chuter par cette question. La rentrée académique, la rentrée scolaire plutôt, 2018-2019, c'est une rentrée assez morose, assez timide.
c'est plutôt chez les catholiques qu'on a senti une certaine frénésie, un certain engouement. Mais chez les privés, les officiels, on n'a pas senti cet engouement. Mais apparemment, chaque année, c'est le même problème. Vous, en tant que promoteur, que pensez-vous de cette situation et comment y remédier? Y remédier peut-être pas, mais proposer des pistes de solutions. Proposer, oui, et constater également. Également, oui. Oui, mais en général, toutes les rentrées scolaires ou académiques, c'est toujours, oui, tumultueuse. Les parents, les étudiants ne s'empressent pas. Hein. Les premières semaines, c'est toujours très timide là. Mais cette année, selon mon expérience, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dans ce secteur de l'éducation, c'est quand même un peu spécial. On constate une certaine léthargie, okay? Aussi bien chez les parents que chez les étudiants. Les étudiants sont au mois d'octobre, mais cela aussi est dû au fait que la conjoncture, aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle est un peu difficile. Les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Et aussi, c'est une année électorale qu'il ne faut pas oublier. Donc, tous ces contextes-là, généralement en Afrique, l'année électorale, c'est l'année de toutes les tensions. Donc, c'est l'année d'instabilité aussi. Si les élections se passent bien, c'est une bonne chose. Nous souhaitons, parce que surtout que nous, opérateurs économiques, nous pouvons qu'évoluer s'il y a la paix. Donc, nous appelons cette paix de tous nos voeux. Parce que les élections parfois est sujet de réclamations, de stabilité, sujet à problème et ainsi de suite. Donc cette année c'est une année spéciale, c'est une année électorale, mais c'est aussi une année où la conjoncture économique est un peu difficile et nous avons constaté une certaine léthargie de ce côté-là et la rentrée est un peu timide, surtout la rentrée scolaire comparativement aux autres années. Bon, en regardant la caméra, vous pouvez dire un mot par rapport à l'école canadienne, par rapport à sa particularité et par rapport à ce qu'elle a proposé. Bon, je dirais plutôt un mot par rapport à l'université. Par rapport à l'école, nous sommes une école primaire et secondaire. Notre particularité, c'est que nous avons apporté le numérique dans l'enseignement pour permettre aux parents de pouvoir suivre l'évolution de leurs enfants en temps réel, grâce au portail numérique que nous avons pu mettre en place. Et l'autre particularité, c'est que nous avons introduit l'entrepreneuriat dès l'école maternelle pour apprendre aux élèves comment créer, comment innover. Et de même, la particularité au niveau universitaire, c'est que nous avons les enseignements en ligne aujourd'hui. Donc ça permet aux étudiants non seulement de pouvoir bénéficier des enseignements riches des professeurs, mais aussi d'accéder à une bibliothèque virtuelle de plus de milliards de livres en ligne via notre plateforme, mais aussi parce que nous sommes d'abord une école de commerce, et une école de commerce est une école qui enseigne l'entrepreneuriat, et dans l'entrepreneuriat, nous enseignons à nos apprenants comment apprendre à créer, à démarrer, et à améliorer ou faire grandir une entreprise et comment trouver les ressources. Et nous apportons toutes ces ressources-là à nos apprenants pour qu'au sortir de leurs études, qu'ils soient des pourvoyeurs et non des demandeurs d'emploi. Donc voilà à peu près. Merci beaucoup, M. King Kouba, monsieur le promoteur des écoles canadiennes ainsi que des universités canadiennes ici au Congo. Vous nous avez réussi dans votre bureau, dans vos installations. Merci pour ces moments passés avec vous. Nous souhaitons le meilleur pour votre école et on croit qu'on va se revoir la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup.